bienvenue à ce nouveau numéro des commandes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Je sais que c'est un grand rendez-vous économique. Vous êtes très très nombreux en train de nous suivre devant vos postes téléviseurs. Alors, ce soir, on va parler autour d'un grand thème qui est très urgent d'ailleurs, l'industrialisation de la République démocratique du Congo, en tout cas une urgence, et qui a autour de ce thème, plusieurs enjeux sont mis en cause. Voilà pourquoi nous avons voulu chercher pour vous un expert. Il s'agit du professeur Kimwanga Yambo, Papi Ferdinand. Il est professeur d'économie industrielle à l'université de Kinshasa. Mais en même temps, il est aussi secrétaire général académique à l'université. Révérend Kim, bonsoir, nos recteurs de l'université de Kinshasa et aussi à l'université Révérend Kim, à tous les étudiants de faculté d'économie et faculté des sciences. Je salue tous les géologues parce que ça vous concerne aussi à l'université de Kinshasa. Voilà, bonsoir professeur. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci. Dans notre beau plateau. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vraiment. Alors professeur, l'industrialisation de notre pays, je sais que vous êtes un ancien à l'industrie, c'est ça, au ministère de l'Industrie, un ancien conseiller. Donc, la matière ne vous échappe pas. Alors, aujourd'hui, c'est quoi l'industrialisation? Merci beaucoup, madame, pour la question. La question vaut son pesant d'or dans le sens qu'il y a beaucoup de gens, même les plus intellectuels possibles, qui l'ignorent. Je voudrais passer par une définition simpliste. L'industrialisation, pédagogique bien sûr aussi. L'industrialisation, c'est un processus de transformation des structures sociales, économiques, mentales, culturelles en vue de l'implantation des unités industrielles dans un espace quelconque de manière interconnectée. Voilà de manière générale. Ça veut dire on part de la transformation des structures. Quand on dit structure économique, structure sociale, structure culturelle, en vue de l'implantation d'unités industrielles interconnectées sur un espace quelconque. Voilà, madame, la définition pédagogique est simple. Voilà, vous avez dit des structures. Oui. Et quelles sont ces structures dans tous les domaines? Est-ce qu'on va commencer par ceux qui travaillent avec la main et pour arriver à la machine? C'est ça Oui, parce que l'industrialisation appelle la technologie. Il y a un auteur qui a dit il n'y a pas industrie sans technologie, il n'y a pas technologie sans industrie. Et quand il dit il n'y a pas technologie sans industrie, il n'y a pas industrie sans développement, c'est qu'il veut démontrer que l'outil d'utilisation de l'industrie, c'est la technologie. Alors, quand vous dites passer du rudimentaire vers l'outil mécanisé, aujourd'hui même... très sophistiqué, madame. C'est ce qui démontre le passage d'un état agraire ou bien d'un état de la cueillette vers un état industrialisé. Vous avez parlé de structure, madame. Aujourd'hui, nous devons dire que le modèle économique congolais n'est pas propice à l'industrialisation. Pourquoi? Mais parce que le pays, la première des choses, le pays a plusieurs sous-marchés. Pour arriver à voir l'industrialisation, il faut l'interconnexion. Par exemple, l'industrie des cafés qui est au niveau de Kinshasa devrait bénéficier, par exemple, des graines de café venant de l'Équateur. Or, s'il est impossible de transporter les graines de café de l'Équateur vers Kinshasa, or les graines de café constituent les matières premières pour l'industrie des cafés, c'est que même si vous avez des moyens, il vous sera impossible de mettre à disposition de la population une industrie conséquente. Alors, il faut restructurer. Et cette restructuration, madame, passe inéluctablement
par l'interconnexion de voies de communication. Aujourd'hui, le pays a certaines voies, quelques-unes, mais qui ne sont pas interconnectées. Et impraticables. Impraticables de fois. Ce qui fait que vous avez une route, on met beaucoup de moyens pour construire la route de l'université, c'est vrai, mais c'est pour évacuer quelle production? Aucune. C'est pour recevoir quelle production? Aucune. Mais les routes des dessertes agricoles, les routes qui vont permettre que la production quitte des lieux de production vers les lieux de consommation, ne sont pas à l'ordre du jour. L'OVD, l'Office des routes, s'évertue beaucoup plus à utiliser, à se pencher sur les routes urbaines. Malheureusement, nous les industrialistes, nous savons que les industries ne sont pas dans les villes. Mais il y a un projet relié la République par les routes. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez encourager que ça ait eu lieu. Oui, c'est du mythe. Ou c'est encore sur papier. Oui, les mythes tout simplement. Encore sur papier. Les mythes parce que les politiciens nous ont habitués avec comment on dit, des propositions, des offres fallacieuses qui ne sont pas réalisables. Aujourd'hui, nous avons vu ce qu'on a appelé la révolution de la modernité. Même ce qui était le ténor, parce que moi, quand on avait parlé de la révolution de la modernité, je vais l'industrialisation. Parce qu'on ne peut pas passer... Parce que quand on dit révolution de la modernité, on fait la révolution culturelle, la révolution économique, la révolution mentale. Madame, vous vous souvenez, dans notre pays, il y a encore deux milieux où on vous dit, nos ancêtres ont dit, ici, il ne peut pas passer la lumière. On ne peut pas mettre l'ampoule. L'électricité ne peut pas arriver. Mais vous pensez vraiment que dans ces milieux-là, on peut atteindre le développement industriel? Impossible. Alors, professeur, je sais que c'est... Sinon, on risque de rester là. Alors, partant de l'origine, oui. Y a-t-il un pays qui a boosté les autres? C'était quel pays, par exemple? C'est la Grande-Bretagne. Très bien. Et... C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre à partir de la première révolution industrielle, avec la découverte de la machine à vapeur, avec James Watt. C'est pratiquement là que l'industrie est née au vrai sens du terme. Elle est née avec les charbons, parce qu'à l'époque, là, on utilisait beaucoup plus le charbon comme source d'énergie. Et il fallait même les trains devaient passer avec, circuler avec les charbons et consorts. Il fallait trouver les industries d'extraction de charbon et de transformation de charbon. Donc, la Grande-Bretagne, c'est l'impulseur de l'industrialisation du monde. Il a donné les tons. Il a donné les tons, et après ces tons-là, l'Europe, les pays limitrophes ont essayé de suivre les cas. Le coup, c'est comme ça que vous allez voir, par exemple, la soie au niveau de l'Italie, parce que l'Italie, avec les habits et consorts, vous allez en France, vous allez trouver, par exemple, les grandes industries textiles et même des vins. Parce que la production des vins, beaucoup plus, a commencé là-bas. Et vous allez... Oui, en Espagne, c'est bien après, parce qu'en Espagne, il y avait un régime un peu autocratique. Et il n'y avait pas comment on dit, le transfert des savoir-faire facile entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. Ça s'était limité entre la France, l'Italie et puis l'Allemagne. L'Allemagne s'est développée dans les hautes technologies. Ça veut dire, si vous allez aujourd'hui là, vous allez voir les petites PME et consorts qui sont spécialisés dans les hautes technologies, les petites industries qui financent. Et aujourd'hui, vous avez les grandes industries automobiles sont basées là-bas en Allemagne. Donc, c'est beaucoup plus pour dire que l'industrie a commencé en Europe, plus précisément en Grande-Bretagne. Dans l'Afrique, c'est à peine. Alors, c'est vrai, pas à peine, l'Afrique, madame, l'Afrique, il n'y a pas un pays... encore le pas. Il n'y a pas un pays industrialisé jusque-là, mais on se cherche. Voilà, et toujours dans ces cadres. Alors, quels sont les grands enjeux de l'industrialisation? D'abord, le premier enjeu, c'est la réduction de la pauvreté. Parce qu'un pays industrialisé, tous les pays industrialisés sont les pays riches. Il n'y a pas un pays qui n'est pas industrialisé, qui est riche au monde. Alors c'est pourquoi la voie vers l'enrichissement passe par la transformation des molécules utiles vers les molécules plus utiles. Pourquoi je dis molécules utiles en molécules plus utiles? Madame, les minéraux de cuivre que nous avons, ça c'est vendable. Mais on les vend, c'est utile. Mais l'industrie permet de prendre ces minéraux-là, les transformer en câbles électriques.
Ça veut dire, on part d'un minerai de cuivre Waibar qui nous donne, in fine, un câble électrique. Voilà l'industrialisation. En ce moment-là, il y a interconnexion entre l'industrie minière et l'industrie énergétique. Et c'est ça le début d'une industrialisation. Parce que, madame, je dois préciser ici, l'industrialisation n'est pas le fait d'avoir ci et là certaines unités industrielles comme beaucoup le pensent. Quand on a monté une petite usine là-bas, on dit non, on est en train d'industrialiser le pays. À Kimpese, par exemple, il y a trop de cimenterie maintenant, il y en a 5. Ah oui, au détriment de, vous avez raison, de la Sénat, ça. Vous avez raison. Hein. Vous avez raison. Il y a 5 cimenteries. Mais je vous dis, la grande partie des matières premières vient de l'Europe, vient de l'Occident. Et nous avons notre calcaire. Ah oui, mais nous n'avons pas les gypses. Nous n'avons pas les gypses, madame. Hein? Donc nous n'avons pas les gypses, ce qui fait que les gypses doivent être importés. Vous imaginez même les papiers d'emballage. Les papiers d'emballage devraient venir d'ailleurs. C'est que le problème n'est pas seulement d'avoir les petites unités industrielles ici et là. Le problème, c'est de faire que ces industries qui sont installées soient interconnectées afin qu'il y ait échange de valeurs ajoutées. Alors, lorsque vous avez par exemple l'industrie de bois, c'est vrai, c'est la transformation du bois. Mais à partir de l'industrie de bois, on peut avoir l'industrie de papier. À l'époque, il y avait l'industrie zaïroise de bois. Ah oui, mais où est-elle encore? Avec les événements malheureux de 91-93, les pillages, des tristes mémoires, aujourd'hui, on ne peut plus parler de ces usines. Je vous dis, madame, aujourd'hui, même ces événements nous ont fait disparaître General Motors vers là où se trouve le marché des libertés. L'orgueil, le montage de véhicules au Zaïre, s'il vous plaît, madame. Donc, c'est pourquoi je dis... Ça faisait l'orgueil du maréchal. Hein. Ah oui, mais je dois dire ici, madame, les pays là que nous avons cités, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, sa force, c'était faire que des secteurs X financent ou bien donnent des matières premières au secteur Y, et le secteur Y donne à Z, ainsi de suite. En ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle, on quitte les secteurs industriels, on arrive aux filières industrielles. Aux filières industrielles. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose, madame. Vous allez voir ici, même les gens qui ne sont pas en train de dire les déchets, c'est une parenthèse. Madame, vous savez que nous avons vu ici, les ministres prendre des décisions contre la production des emballages non biodégradables. Voilà pourquoi je demande, j'interviens directement pour poser la question, s'il y a-t-il des conséquences terribles ou alors des inconvénients de l'industrialisation aussi? Oui, madame, peut-être votre question, je vais y revenir un peu après, que je termine avec les enjeux. Parce que j'ai dit, le premier enjeu, c'est la réduction de la pauvreté. Le deuxième enjeu, c'est le développement de pays. Parce que quand nous disons développement d'un pays, il y a d'un côté le développement économique issu de valeurs ajoutées, ça veut dire venant de l'industrialisation. Et vous avez également le développement mental et culturel. Pourquoi j'ai dit il faut changer l'homme. L'homme congolais n'est pas encore propice à l'industrialisation. L'homme congolais, c'est quelqu'un qui réfléchit à court terme. Lui, il n'a pas besoin de quelque chose qui fait 5 ans. Parce que même l'industrie des cafés, à laquelle j'ai fait allusion, madame, il faut attendre 5 ans. Il y a café, cacao. Ah oui, il faut attendre 5 ans pour avoir la rentabilisation. Or, les Congolais, c'est que quand ils préfèrent les négoces. Tout de suite. Ils préfèrent les négoces. C'est comme ça que vous avez compris que tout ce que nous avons comme unité industrielle ici ne peuvent pas permettre d'endiguer la pauvreté. Parce que c'est très éphémère. Oui, non seulement éphémère, mais aussi le taux démographique ne fait qu'augmenter. Du temps du professeur Matata Pogno, Premier ministre. Que nous saluons. Oui, que nous saluons en passant, parce que c'est un grand économiste aussi. Économiste. Le professeur Matata avait produit à un certain moment une croissance économique allant à 7 à 8%. Oui, mais quel mais oui, maintenant il faut maintenant proportionner par rapport au taux de croissance démographique, madame. Oui. Ce qui veut dire, comme disait Robert Malthus, les richesses financières ou matérielles évoluent selon la moyenne géométrique, alors que les richesses
démographique évolue selon la moyenne arithmétique. Il voulait dire quoi? Parce que nous, les scientifiques, nous savons la moyenne géométrique est plus supérieure à la moyenne arithmétique. Ce qui veut dire que les gens évoluent plus rapidement que ce que nous produisons. Donc, la population, en termes de population. Ah, voilà. Ce que nous produisons pour donner à la population afin qu'elle survive, c'est très peu minime par rapport à ce que nous donnons comme enfants et population existée. C'est comme ça dans d'autres pays qui voulaient l'industrialisation. Même Malthus avait proposé ça en Grande-Bretagne. Il a dit il faut faire quoi? Restreindre les naissances. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Non. Oh, ok. Alors, quelles sont les conséquences parce que finalement, il y a toujours les enjeux. À côté, il y a aussi des inconvénients, conséquences. Oui. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la priorité environnementale, c'est que toute industrie est soumise à s'acquitter des obligations du respect des écosystèmes. Dire, lorsque l'on fabrique quelque chose, l'on doit se rassurer du cycle de vie de ce produit-là. Ça veut dire on le produit ici et on doit savoir d'où ça va finir. Et lorsqu'on sait d'où ça finira, on sait prendre des précautions pour que l'on gère les déchets que ça produit. Ces industriels. Ces industriels, bien sûr. Oui. Malheureusement, dans beaucoup de pays africains, ce n'est pas le cas. Vous trouvez les grandes villes africaines, elles sont pleines de ces déchets. Parce que la première conséquence d'une industrialisation, c'est que c'est l'accroissement des quantités de déchets. Ça, c'est vrai. Vous devez vous rendre... Dû à l'industrie. Ah oui, parce que même ce que nous appelons déchets ménagers, ça vient de la production de l'industriel. C'est comme ça, même dans ma thèse de doctorat, moi j'ai dit, il y a les producteurs des déchets amont et des producteurs des déchets aval. Les producteurs des déchets amont sont les industriels. Et les producteurs de déchets aval, ah oui, ce sont les consommateurs ou les ménages que nous sommes. En ce moment-là, si nous avons produit des communs accords, peut-être ça sont des pistes de solutions, mais je vous dis, la conséquence majeure d'une industrialisation, c'est quoi? C'est le fait de beaucoup jouer sur la perturbation des équilibres écosystémiques. Alors, professeur, actuellement, nos populations africaines, surtout, je ne sais pas par complexe ou quoi, sont au-delà même de la civilisation. Je prends l'exemple des enfants, bébés, femmes aujourd'hui. Prenons les enfants. Aujourd'hui, les bébés ne portent plus de couches qu'on peut réutiliser encore tissu, mais c'est souvent des couches jetables, c'est-à-dire à usage unique. Et si vous prenez 5000 bébés, je donne un exemple, pour toute l'Afrique, prenons 50 millions de bébés. Tous les jours, qui mettent ces couches, sans oublier les femmes aussi, qui en utilisent, sans oublier les accessoires de lingettes, par exemple, qui font presque de 5 siècles pour que ça se détériore. Alors, quel est votre point de vue sur ça? Est-ce que c'est la faute à l'industriel ou à nos populations qui se sont réveillées pour dire, écoutez, actuellement, bébé en couche jetable, c'est un bébé civilisé? Madame, je crois que vous avez mon point de vue est tout simple. On ne peut pas interdire aux consommateurs de consommer et de changer leur mode de consommation. Seulement, nous devons intégrer dans les têtes de ces consommateurs d'adopter ce qu'on appelle le comportement des consommateurs verts. Consommateur vert, ça veut dire que ce consommateur il doit savoir maintenant choisir les différents modes de consommation. Il sait que ce produit, si je le consomme, ça va produire des déchets. Et comment je vais finir avec ces déchets? Aujourd'hui, madame, Kinshasa produit plus de 12 000 tonnes de déchets par jour. Pas seulement des bouteilles en plastique. Ah non, mais pas seulement, ça veut dire des déchets pris à charge. J'insiste sur des couches là, parce que c'est partout. Oui, mais vous on l'a jeté comme ça. Vous imaginez, oui, mais le problème, c'est ça, c'est la gestion d'après-consommation qui pose problème. Or, la gestion d'après-consommation, elle est sous la tutelle du pouvoir public, des industriels eux-mêmes et des ménages qui utilisent les couches. Est-ce qu'il n'y a pas une synergie entre le ministère, surtout de l'Environnement, et ces industriels?
Normalement, les industriels se plaignent qu'elles payent la taxe sur l'assainissement. Mais c'est que je critique également dans ma thèse de doctorat en disant que cette taxe, elle est payée, c'est vrai. Mais où va l'argent de cette taxe? La mauvaise gouvernance dans le domaine des déchets a fait que la situation s'empire davantage. C'est comme ça que dans ma thèse, je propose que l'on passe du mode de la gestion publique vers le mode de la gestion partenariat public-privé. Beaucoup plus avec la gestion confiée au privé. Parce que les privés savent rentabiliser les choses que les publics. Donc, l'État a une responsabilité. Parce que l'État devrait définir les normes. Où est-ce qu'il faut jeter les déchets? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, cette culture des déchets n'est pas en eux. Mode d'emploi, on ne dit rien. Ah oui, mais c'est ça, parce que quand on jette partout où on veut, sans tenir compte des conséquences de ces déchets sur le sol, sur l'air que l'on respire, sur la santé de nos enfants et de nous-mêmes, c'est qu'on s'évertue encore à vivre aux côtés des déchets comme si c'était des enfants. Alors, en ce moment-là, l'État devrait fixer des normes. Ça veut dire, lorsque vous n'avez pas évacué, par exemple, votre poubelle, en dehors 2 jours quand on passe, vous avez des amendes. Mais en dehors de cela, l'État devrait utiliser l'argent payé par les industriels parce que nous partons du principe pollueur-payeur. Il y a un principe qui dit, celui qui a pollué devrait payer au prorata du niveau de sa pollution. Malheureusement au Congo, nous sommes incapables de dire, madame a pollué au prorata d'autant. Nous sommes incapables. Voilà, Paul, je vous montre quelque chose. Les ménages aussi, les ménages, pour terminer, les ménages, parce que c'est eux qui consomment et qui ne savent pas comment canaliser leurs déchets, ils doivent consentir un sacrifice à payer. Payer quelque chose, modique bien sûr, mais lorsque vous prémultipliez par le nombre de ménages, madame, vous allez voir que l'hôtel de ville aura beaucoup d'argent pour essayer de gérer efficacement les déchets. Voilà, prof, pour quitter maintenant l'Afrique, on parlait d'une situation générale. Je veux que nous puissions maintenant entamer le vrai problème de la RDC. Alors, mais on se retrouve juste après cet élément que nous propose la réalisation. Chers téléspectateurs, vous voyez comment est-ce qu'en Afrique ou dans notre pays ou ailleurs, comment l'industrialisation a des conséquences, mais aussi des enjeux. Suivons cet élément et on se retrouve tout à l'heure. Et si l'émergence de l'Afrique passait par l'industrialisation? L'Afrique reste le continent le moins industrialisé au monde. En termes de potentiel, l'Afrique a les moyens de rattraper les autres pays émergents grâce à l'essor d'une classe moyenne, une population active importante, ainsi que d'abondantes ressources agricoles qui peuvent être transformées. Mais le continent souffre d'une industrie manufacturière peu compétitive. Sa valeur ajoutée dans le produit intérieur brut a décliné en 30 ans, alors que le chômage et le sous-emploi des jeunes augmentent. Nous avons perdu beaucoup de ce qu'on appelle valeur ajoutée manufacturière, qui détermine le taux de contribution des manufactures dans l'économie d'un pays. Et nous avons tellement perdu que nous avons actuellement 83% de nos produits alimentaires transformés qui sont importés. Au contraire de ce que les gens imaginent, l'Afrique exporte déjà 500 milliards de dollars de produits manufacturiers. C'est pas peu. C'est plus que l'Inde, qui a plus d'habitants que l'Afrique. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Le marché africain est en plein essor et devrait compter 2 milliards de personnes d'ici 2050. L'industrialisation du continent africain devrait permettre à terme de réduire et d'éliminer la pauvreté, alors que la moitié de la population de l'Afrique dispose de moins d'$1 par jour pour vivre. Mais le déficit d'infrastructures en Afrique, estimé à 93 milliards de dollars d'investissement par an, entraverait le développement de l'industrie. La réalité, c'est que l'Afrique a beaucoup de financements non utilisés parce qu'elle gère mal ces financements, par exemple les fonds de pension. Le développement des industries nécessiterait également une plus grande protection des économies africaines. La mise en place d'une protection intelligente s'avère donc nécessaire pour permettre l'essor des industries africaines. Et si l'émergence de l'Afrique passait par l'industrialisation? Vous avez suivi ces reportages et en tant qu'expert, vous avez mal au cœur ou vous avez les larmes aux yeux? Les deux. Les deux parce que... Et si l'émergence de l'Afrique passait par l'industrialisation? Nous avons tous les atouts pour s'industrialiser. Mais on est en train de patiner, de tâtonner.
de tâtonner parce que nous avons les dirigeants qui ne savent pas impulser ces processus d'industrialisation. Et aussi parce que nous avons aussi la communauté internationale à travers certaines restrictions qui ne nous aident pas à permettre que ces processus décollent. C'est pourquoi ça me fait très mal. Ça me fait très mal voir comment est-ce que les Congolais sont sur des minéraux, mais avec des enfants qui meurent de faim. Voir comment nous sommes assis sur des minéraux, avec des gens qui vivent avec moins d'$1 par jour. Voir comment nous sommes assis sur les minéraux, mais des enfants qui étudient même le sol. C'est révoltant, madame. Mais la seule alternative, c'est industrialiser le pays. Mais pour industrialiser, madame, il faut beaucoup de moyens. Voilà pourquoi je me dis, si l'expert qui a parlé dans ces reportages a dit que nous utilisons mal le financement, il a totalement raison. Il a totalement raison. Je me souviens lorsqu'on atteignait le point d'achèvement des pays pauvres très endettés, PPTE. Madame, on nous a donné des crédits, on vous dit que ces crédits-là devraient être alloués et même détermine les secteurs d'allocation de ces crédits-là. Alors que nous pouvions nous-mêmes dire que cet argent, nous l'allouons, par exemple, dans l'industrialisation. Et après avoir industrialisé, vous savez combien de retombées on aurait eu. Mais on vous dit non, c'est pour les soins de santé. Mais entre-temps, les soins de santé, on a construit un hôpital à Kinshasa. Un autre va le construire à Kasumbalesa. Après, finalement, comment les gens qui sont entre Kinshasa et Kasumbalesa vont ressentir les effets de ces deux hôpitaux construits? C'est comme ça qu'on dit généralement, c'est que lorsqu'on industrialise, ces genres d'aspects connexes vont s'ériger d'eux-mêmes. Parce que l'industrie, dans ce que nous appelons la sociologie industrielle, lorsqu'une industrie s'installe, elle met à la disposition des travailleurs, des camps de travailleurs, des camps de sport, les hôpitaux, les écoles. Mais lorsque vous mettez que les hôpitaux, vous gérez en aval, alors que l'amont devrait être bien entretenu pour produire les valeurs ajoutées. L'expert a dit, le Congo a la capacité de monter une grande industrie manufacturière. Ça, il a insisté. Il a insisté. Avant, dans les coulisses de l'émission, madame, vous avez essayé d'évoquer l'histoire du Congo central, qui me paie Bazangungu avec ses fruits. Mais au lieu de consommer les jus, si vous permettez que je cite les noms, de consommer les jus CRS, par exemple, venant d'Afrique du Sud, on serait en mesure, nous-mêmes, avec notre industrie agroalimentaire, de produire ces jus. Mais une question se pose, est-ce que notre industrie pourra être en mesure de produire des biens qui sont compétitifs dans d'autres marchés? Qui seront acceptés. Parce qu'il y a, oui, c'est ça de la compétitivité, madame, parce que face aux produits sud-africains... Voilà, madame, voilà. Face aux produits sud-africains respectant les normes, et les nôtres ne respectant pas les normes. Est-ce que c'est pourquoi sera accepté? Ah oui, il ne sera pas accepté parce que quand nous le conditionnons, on le conditionne sans tenir compte du respect des normes de fabrication et de conditionnement. Aujourd'hui, on cherche à s'ouvrir, madame. La RDC, c'est un pays qui est toujours scandale en tout. On est dans plusieurs organisations sous-régionales, au même moment. Mais nous n'avons pas à quoi proposer là-bas. Quoi? Rien du tout. On va proposer quoi? Parce que même les aliments, on les importe. On va proposer quoi? Alors nous serons un très grand marché pour ces pays qui impulsent leur industrialisation. C'est décevant. Moi, en regardant les documentaires que j'ai vus, ça m'a donné des larmes aux yeux et ça m'a fait très mal au cœur, madame. Alors la RDC va-t-elle se rattraper? Oui. Par rapport à d'autres pays qui sont déjà en voie de développement? C'est possible, madame. Mais le processus d'industrialisation n'est pas un processus de courte période. Il faut que nous qui sommes de cette génération, nous puissions préparer pour les générations futures. Évitons de rêver, parce qu'il est difficile à notre niveau aujourd'hui de penser vivre de l'industrialisation. Parce que c'est un projet à long terme. Oui, c'est pourquoi, en définition, j'ai dit processus de transformation. Processus de transformation. Il y a les gens qui, lorsqu'ils se réveillent, ils sont dans la bière. Et ce qui augmente, je me souviens du professeur Daniel Moulenda, il dit toujours que nous, on ne produit rien, mais ce que nous produisons, ce qui augmente. Toutes les autres productions industrielles que les Belges nous avaient laissées avec ne font que baisser, mais ce qui augmente, c'est la consommation de boissons. Et quand on a beaucoup consommé la boisson,
On est très ivre et on a encore les aptitudes physiques pour bien travailler? Non. Alors, toutes ces transformations-là, madame, sont nécessaires. Les pays africains ont du mal à s'industrialiser, d'abord par faute de moyens. Les peu de moyens que nous avons, les dirigeants les utilisent pour d'autres fins, pour les besoins de fonctionnement des institutions. On vous dit que la présidence a dépassé à 200% son budget annuel. C'est dans le cadre toujours de trouver de quoi mieux vivre. Non, c'est de la mauvaise gouvernance, madame. Un bon gestionnaire ne peut pas aller en dépassement toujours de son budget. Parce que lorsque vous avez fait des prévisions, faites un effort de contenir vos dépenses sur base de vos prévisions. Même si ça doit être en écartement ou en dépassement. Mais ce n'est pas à 200%. Ça veut dire... Si c'est urgent, il y a des programmes très urgents. Non, mais il y a des fonds pour cette urgence-là qui existent. Quand on dit, par exemple, les fonds humanitaires, les fonds sociaux, ça existe. Mais la présidence, quelle urgence la présidence a? Quelle urgence la primature a? La diplomatie... Oh, la diplomatie. Mais, madame, nous avons dépassé de 200%. Quel était notre niveau diplomatique sur le plan mondial avant que nous ne puissions changer de régime? 200%, mais il y a on nous promet des sommes colossales. Oui, nous, heureusement en économie, on dit la promesse est une dette. Parce que lorsque vous m'avez déjà promis, il faut que je commence à vous faire. Mais en économie, on dit aussi, la dette n'est pas portable, mais elle est quérable. Il faut chercher à demander de temps en temps, passer, rappeler. C'est la bonne volonté des bailleurs qui va faire qu'on donne. Mais moi, je me dis, le Congo ne manque pas de moyens. Le Congo a des moyens, parce que lorsque vous regardez les rapports écrits et publiés par l'ancien conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption, mais professeur Louzo Lobambi, vous allez voir qu'il y a dilapidation de fonds. Mais cette dilapidation profite à qui? Aux hommes politiques. Alors que si ces moyens, il y a, madame, il y a des... Aujourd'hui ici, on ne peut pas parler de l'industrialisation sans énergie. Énergie électrique. Électrique, ça peut être énergie renouvelable, tout ça. Mais madame, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir beaucoup de potentialités qui peuvent nous donner l'industrie et l'énergie hydroélectrique. Nous en avons. Mais nous sommes en déficit énergétique au jour d'aujourd'hui. Les industries minières du Katanga souffrent de ces déficits-là. Mais il y a des projets dans d'autres pays qui ont fait que certaines provinces de leur pays puissent bénéficier des centrales micro-barrages coûtant minimum 100 000 $. Vous imaginez, 100 000 $. Mais on voit ici un monsieur qui se réveille, il a 100 000 $, il donne ça à un musicien. Mais c'est pourquoi transformation, madame. On doit transformer les Congolais. Par la tête, le changement de... Ben oui, mais la tête... Non, c'est ça le problème. La tête est des dirigeants et du dirigé. Parce que sans cela, c'est impossible. En dehors des moyens, madame, il y a l'assainissement du climat des affaires. Notre climat des affaires n'est pas bon. Aujourd'hui, les doing business, nous sommes parmi les derniers. Ça veut dire nous sommes un pays qui ne peut pas attirer les gens, les capitaux. Mais vous voulez l'industrialisation. C'est l'État lui-même qui va industrialiser? Non, l'État met en charge de ces privés-là des infrastructures de base devant permettre l'impulsion de l'industrialisation. Malheureusement, à elle seule, la RDC ne pourra pas... Ah non, madame, c'est toujours... Il faudrait demander aux autres de nous aider. Même en France, ce n'est pas l'État français qui a industrialisé la France. L'État français a mis en place des conditions favorables pour qu'il y ait éclosion industrielle. Mais les privés sont venus maintenant parce qu'il y a du courant, parce qu'il y a une route, parce qu'il y a moins de tracasseries financières et policières, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, pour avoir un seul contrat industriel, madame, on vous dit, il faut passer d'abord à la présidence de la République. Et si c'est juste dans l'industrie pétrolière, on vous dit 1 million d'abord pour la présidence. Oui, professeur. C'est bizarre. Donc avec tout ça, ça décourage les industriels, ça décourage les hommes qui ont leurs capitaux. Ça n'attire pas. Et non seulement cela, il y a aussi une certaine publicité négative qu'on fait sur notre pays, avec tout ce qui se passe à l'Est. Tout ça, ça décourage également les gens. Ils sont un peu réticents. Ah oui, on dit que l'argent n'aime pas le bruit de bottes. En tout cas. Ah oui. Voilà, professeur,
10 milliards de dollars pour le projet de budget 2020. Quelle est la place de l'industrie? Ah, vous-même, vous êtes journaliste, madame. Essayez de voir. Aujourd'hui, vous avez vu, ça veut dire le président de la République actuelle est en train de vouloir investir dans les capitales humaines. C'est vrai, parce qu'il a priorisé l'éducation. Mais aujourd'hui, la recherche, on vous dit par exemple à Yangambi, nous avions la possibilité de faire l'huile de palme. C'est ici chez nous. Ici chez nous que nous avons commencé. L'expérience de la Malaisie, c'est ici. Aujourd'hui, nous importons de l'huile de palme. En Malaisie. Mais vous voyez un peu là comment les choses ont pratiquement changé. C'est pourquoi moi je me dis, madame, la meilleure des choses serait par exemple d'allouer beaucoup de crédits dans le secteur productif. Parce que le secteur productif crée de la valeur ajoutée. Et lorsque ces valeurs ajoutées sont accumulées, ça crée la richesse. Et lorsqu'il y a une bonne gouvernance, il y a une répartition équitable des richesses et nous diminuons les inégalités. Et lorsque les gens ont ce pouvoir d'achat, il y a création de la classe moyenne et via la création des PME. Voilà comment on peut arriver. Mais lorsque déjà à ce niveau-là, le budget de l'État, lorsque vous le regardez, même la recherche scientifique, hein, la recherche scientifique n'a même pas 1% du budget. Même pas 1%. Mais c'est puisque ces chercheurs, entre guillemets, ils foutent quoi? Ah oui, mais... Tous vos projets sont mis au tiroir. Ah mais oui, mais ils sont mis au tiroir par qui? Par le pouvoir public qui nous a donné mandat de faire la recherche pour eux. Peut-être que ce n'est pas bien fait. Ah bon, on peut déclarer déjà que ça ne soit pas bien fait avant même de le consulter. Mais pourquoi alors les autres qui viennent de la Belgique, de l'Amérique, par exemple, en Europe, en Asie, ils sont acceptés? Vos projets sont mis Non, madame, ils ne sont pas acceptés parce que les bailleurs de fonds qui financent sont occidentaux. Et quand ils financent, ils joignent à vous, quoi? Les experts venant de chez eux. C'est ça le problème. Mais j'ai défendu ma thèse de doctorat à l'UNIKIN, madame. Ça portait sur la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. J'ai fait appel au gouverneur Kimbuta pour qu'il vienne. J'ai déposé l'invitation. Il n'a jamais venu. Son gouvernement, madame Thérèse Olenga, n'est jamais venu. Ça veut dire tout ce qui se passe là-bas, ça concerne les scientifiques et pas eux. Et c'est leur problème, c'est quoi? Faire allégeance à l'autorité morale. Voilà tout ce qu'on connaît. Voilà, nous tendons vraiment à la fin. On nous signale maintenant, c'est le temps que le professeur, vraiment face à votre caméra, proposer les pistes de solutions. Regardez votre caméra de tout cœur, larmes aux yeux, mal au cœur, mais nous restons optimistes. Tout à fait. Vraiment, qu'est-ce que vous proposez ce soir? Quelles sont les pistes de solutions? Qu'est-ce que vous proposez aux autorités compétentes, au gouvernement et tous ceux qui nous ont suivis ce soir? Et, madame, je voudrais dire quelque chose avant d'arriver aux pistes de solutions. Les Congolais, nous sommes champions en consommation de ce que nous ne produisons pas. Donc, on ne produit pas et nous sommes champions en consommation de ce que les autres produisent. Or, lorsque nous consommons une seule unité de biens produite à l'extérieur, nous donnons de l'emploi à ces travailleurs de là. Et chez nous, nous paupérisons davantage. La première perspective d'avenir, aux pistes de solutions, c'est demander au pouvoir public de pouvoir d'abord considérer les travaux scientifiques faits dans les domaines. Il y a beaucoup de pistes de solutions, madame, vous avez dit, ils sont dans les tiroirs. Aujourd'hui, nous demandons que le pouvoir public s'intéresse quand même dans les différentes universités, voir les chercheurs qui se sont basés sur des recherches appropriées dans les secteurs. Non seulement ça, madame. Les pouvoirs publics, les présidents de la République, les ministères de l'industrie particulièrement, devraient d'abord doter le pays d'une politique industrielle. Aujourd'hui, nous n'avons pas de politique. La politique définit les objectifs et les moyens pour atteindre ces objectifs et l'horizon temporel. On ne sait pas quand est-ce que nous connaîtrons l'essor industriel. Personne ne sait. Parce que les ministres qui viennent, ils travaillent pour leur compte. Quand ils partent, c'est fini. Et quand ils viennent, ils prennent certains sujets d'actualité pour essayer de se faire entendre. Et lorsqu'ils vont partir, c'est fini. Ça entre dans les tiroirs. Vous avez entendu ici Consommons Congolais. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous avez entendu Boukangalonze aujourd'hui. Où en sommes-nous aujourd'hui? Combien d'argent
Combien d'argent le pays n'a-t-il pas investi dans les projets Bukangalonzo, madame? Avec quelles conséquences? On produit le maïs chez nous, le maïs produit chez nous coûte plus cher que le maïs importé. Ça, c'est narguer de la population. Ce n'est pas logique. Donc, à un certain moment, il faudrait que le gouvernement puisse être en mesure de savoir, je dois me mettre à la disposition du pays la politique industrielle. Aujourd'hui, au ministère de l'Industrie, il y a soi-disant politique industrielle qu'on appelle le DEPSI, document stratégique de promotion de l'industrie. Madame, c'est un document laissé par la Banque mondiale. Les ministres qui se sont succédés, ça fait 6 ou 7 depuis que la Banque mondiale a fait ça. Ce document n'a jamais été adopté. Ça, c'est en dehors de la politique. Deuxième chose, madame. Nous avons déjà ce qu'on appelle le code des investissements. Troisième chose, le code des investissements très attrayant, ça c'est vrai. Mais le président de la République, c'est là que nous devons voir l'autorité chef d'État. En train de faire quoi? Assainir le climat des affaires, madame. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de technologie. Mais les technologies sont propriété de certaines personnes. Mais pour que ces personnes acceptent d'amener ces technologies au pays, il faut qu'on balise les chemins. Les balisages passent par la mise de côté de toutes les mauvaises pratiques. Non seulement cela, on doit arriver à faire ce qu'on appelle la cartographie industrielle du pays. Ça n'existe pas, même à l'ANAPI. L'ANAPI qui est censée faire la promotion des investissements, il n'y en a pas. Bon, malheureusement, c'est pourquoi? Parce que les chefs de l'ANAPI, les chefs de ces industries-là, sont des politiciens. Or, dans la logique de choses pour l'ANAPI, on devait chercher un industriel patenté qui devrait savoir faire. Je me souviens, madame, lorsqu'il y avait une Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est l'éléphant d'Afrique de demain. Mais on démontrait comment on était en train d'aller minérer le cacao et comme ça. J'avais aimé terriblement. Cette image positive qu'on doit donner au pays, pourquoi ne pas faire des dépliants qui parlent, qui démontrent les potentialités à développer partout? De la RDC, bien sûr. Mais on ne peut pas le faire. En dehors de ça, madame, il y a également d'autres choses que nous devons dire. L'État devrait, comment on dit, dans les codes, on a déjà dit, telle zone est prioritaire, telle zone est prioritaire. Mais il manque les routes, les voies de communication. Là, j'interpelle le ministère des Infrastructures. Lui devrait faire un effort en synergie avec le ministère de l'Agriculture, en synergie avec le ministère de l'Industrie, faire en sorte qu'on puisse avoir les infrastructures qui pourront permettre de faire déplacer l'offre vers la demande. Mais il y a aussi ce qu'on appelle agriculture priorité de priorité. Ce n'est pas l'agriculture de substance, une agriculture d'enrichissement. Elle passe par quoi? Par la mécanisation. L'industrie devrait être intégrée. Ça veut dire en amont tout comme en aval. En amont, on reçoit comment on dit, les engrais, et en aval, on transforme les produits agricoles. Voilà. Comme on nous signale qu'il n'y a pas assez de temps. Mais je dois vous dire que c'est un thème qui doit également être développé de temps en temps. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, madame, ce thème, c'est comme un tabou. Aucun gouvernement qui vient n'inscrit dans son programme l'industrie comme priorité. C'est beaucoup plus, je vais aller à l'Est, je vais aller sur l'Est, c'est vrai. Si nous avons la paix, tant mieux. Merci beaucoup. Mais consommer, ça doit venir de l'industrialisation. Merci beaucoup, professeur. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. Vous serez toujours là. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je sais que vous serez encore là avec les autres professeurs que nous invitons déjà de l'économie passée. C'est un grand rendez-vous. Cet espace, c'est pour vous. C'est la fin de ce numéro de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous tous les jeudis à 20h et la rediffusion, c'est déjà vendredi. Ensuite des programmes sur ATV, la télé autrement. Merci à l'équipe technique. Au revoir.